Bonjour, aujourd'hui je vous présente un appareil photo que l'on n'achète pas sans savoir vraiment ce que l'on fait. Vous êtes prêts? Je vous parle du Fujifilm X-F10. Alors, c'est pas tout nouveau comme modèle, ça date de 2018-2019, mais enfin bon, c'est pas très vieux non plus. Il est intéressant parce qu'il produit des images de grande qualité, qu'il est tout petit et qu'il est plutôt abordable. Génial! Oui, si on est prêt à faire avec quelques grosses limitations. Vous l'aurez compris, cette vidéo est dans la lignée de celle que j'ai faite sur le Remarkable 2. Un autre de ces produits focalisé sur accomplir une ou deux tâches très bien, mais qui sera très mauvais à faire tout le reste. Et donc un produit qui ne convient pas à tout le monde. Et tout ça nous permettra d'aborder quelques sujets très intéressants en matière de créativité. Ça, c'est pour la conclusion de la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil photo? Eh bien, je ne vais pas vous détailler les aspects techniques. On est d'accord, hein? Ce n'est tout simplement pas une vidéo sur qu'est-ce que c'est que ces trois ports, ici, ou le nombre d'ampères qu'il y a dans cette batterie. Disons juste qu'il a un capteur de 24 millions de pixels, un objectif à focale fixe équivalent à un 28 mm avec une ouverture de 2,8, le tout dans un petit boîtier comme ça de 280 grammes qui tient dans la poche. C'est très bien. Maintenant, si je commence à expliquer tous ces paramètres, on en a pour un bout de temps. Mais j'aimerais par contre aller un peu plus en détail sur une notion très importante en matière de qualité d'image. La plage. Dynamique. Dynamic range en anglais. Ça fait un peu plus sérieux. Alors, pour vous parler de cette plage dynamique, revenons un petit peu en arrière dans le temps. Sur une plage, justement. Une plage en Sardaigne. C'était en mai 2016. Et c'était avec ma femme, ma fille et mon premier appareil photo Fujifilm, le X100T. C'est un modèle un peu plus gros et aussi plus solidement conçu que le X-F10. C'est là que je suis tombé amoureux de cette qualité d'image de Fuji et que j'ai vraiment vu ce que c'était que cette plage dynamique. Bon. En revoyant ces photos, je me dis que mon enthousiasme ne venait peut-être pas que de la plage dynamique. Pour faire simple, il s'agit de la capacité du capteur à voir la bonne couleur dans les parties sur- et sous-exposées de la photo. Et, sans rentrer dans les détails, ça s'exploite surtout avec des fichiers bruts plutôt qu'avec des JPEG. Voilà. On parle de plage pour désigner l'étendue de cette capacité du capteur d'une extrême à l'autre de l'exposition. Une grande plage dynamique permet d'avoir une photo avec une plus grande justesse des couleurs, notamment dans les traits clairs et les traits foncés. Cette propriété est notamment liée à la taille et à la qualité de fabrication du capteur. Un capteur APS-C, ça fait cette taille-là. Un capteur de smartphone, ça fait cette taille-là. Une grande différence quand on sait qu'il y a souvent le même nombre de cellules, les pixels, dans l'un comme dans l'autre. Donc, une des forces de cet appareil photo, c'est d'avoir un capteur de cette taille-là dans un si petit boîtier. Et pour finir avec les couleurs, Fuji a vraiment une touche particulière, quelque chose qu'ils ont gardé de l'époque des films argentiques et qu'ils ont réussi à reproduire avec le numérique, notamment avec les options de simulation de film. Je trouve le rendu magnifique. Je l'aimais quand je faisais des photos avec des films diapositifs Provia 400 ISO. Je l'ai retrouvé avec le X100T que j'avais vendu ensuite pour acheter un appareil qui me permette de faire de la vidéo. Et c'est pour retrouver cette qualité d'image que j'ai acheté le X-F10 il y a quelque temps. Ça vous sort des photos avec une énorme richesse de couleurs.
Cette combinaison de qualité d'image, de taille et de prix fait qu'on le prend facilement avec soi, cet appareil. Parce que si on le casse, c'est pas comme si on avait explosé un Leica Q2 à 6000 francs. Et c'est comme ça qu'on fait des photos, en ayant un appareil sur soi et en l'utilisant. Quoi? Votre smartphone aussi fait des belles photos? Et vous l'avez toujours avec vous? Je sais, mais attendez un peu que je vous parle de tous les points négatifs de cet appareil photo. Là, je suis sûr que votre smartphone, il ne peut pas rivaliser. Et on va recoller les morceaux dans la conclusion. Suivez-moi. Bon, on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. Juste quelques points qu'il faut savoir. Les réglages prennent du temps. Et les molettes ne sont pas très intuitives et ne répondent pas super bien. Et même plus du tout en fait, dans le cas de mon appareil. Faut vraiment que j'aille le faire réparer. Je dois dire que le côté mécanique que j'ai connu avec d'autres appareils pour les réglages me manque. Il y a bien un mode automatique, mais sans grand intérêt, comme ce que j'avais remarqué sur le X100T. Bon, heureusement qu'il y ait ce mode automatique, pour ma fille qui adore prendre des photos et à qui je n'ai pas encore appris à régler l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO. L'autofocus. On ne peut pas vraiment lui faire confiance. Des fois ça va, des fois ça va pas. Au plus on veut aller vite, au moins l'autofocus va faire son job correctement. Même chose dans des conditions de basse lumière. L'autofocus ne sait plus où il est. Et la vidéo. Alors, sur un trépied, avec une scène pas trop animée, mise au point manuel, réglage manuel, en Full HD, pas en 4K, avec une prise de son externe, je veux dire enregistrement audio sur un autre support, si tout ça s'est réuni, on a un assez bon résultat. Autant dire qu'on oublie. On parle donc bien d'un appareil photo, un outil pour prendre des photos. Encore une fois, on en revient à cette notion d'intention et de focalisation sur une seule tâche. Dans un monde où on fait plein de choses en même temps et où on a en permanence des centaines d'outils et d'options au creux de la main, c'est un peu à contre-courant. Le XF10 oblige à prendre son temps. Tous ces réglages à faire pour maîtriser la lumière, la profondeur de champ et le mouvement. Cette mise au point qu'il faut souvent faire manuellement tout en pensant au cadrage de la photo, ça prend du temps. Et en même temps, c'est un appareil destiné à prendre des photos de rue, tout dans l'instant et dans l'action, dans le moment. Ce mélange de spontanéité et d'anticipation, c'est bien contradictoire. Et c'est là que ça devient intéressant. Toutes ces contraintes ont pour effet de nous empêcher de penser à autre chose. Et ça, c'est une voie directe vers un état de flow. Étrangement donc, ce sont ces contraintes qui permettent d'être dans le présent, à l'écoute du moment, de se fondre dans le rythme, de sentir ce qui vient, de régler l'appareil et d'appuyer sur le déclencheur au bon moment. Mais pour que ça ait une chance de fonctionner, il y a encore deux conditions supplémentaires. Il faut que le photographe maîtrise suffisamment la technique de ses réglages et qu'il aime cette gymnastique. Évidemment, si on vous a remplacé votre smartphone de force par ça pour un après-midi et que vous ne savez pas vous en servir, je pense que c'est raté pour l'état de flow. Bref, je vous laisse avec ces quelques idées à ruminer, notamment l'importance des contraintes dans le processus créatif. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, partagez-la avec votre réseau et dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez regarder un peu plus attentivement les photos que vous avez vues dans cette vidéo, je vous mets le lien vers la galerie dans les notes de la vidéo ici en dessous. Passez une très belle journée, sortez dans le but d'aller prendre une photo, même avec votre smartphone. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.